Donc on va résoudre un exercice de dynamique relativiste sur la production d'antiprotons, l'énergie disponible et les anneaux de stockage. Alors je vais lire l'énoncé, puis je vous donnerai la correction ensuite. Donc on considère un faisceau de protons, P, d'énergie cinétique grand T, qui bombarde une cible de cuivre dont les noyaux contiennent des protons pratiquement immobiles dans le référentiel grand R du laboratoire. On obtient des antiprotons, notés P étoile, P étoilé, particules de même masse, 938 mégaélectronvolts par C carré, que les protons, mais de charge opposée suivant la réaction nucléaire suivante. Autrement dit, donc un proton accéléré va heurter un proton en repos pour donner donc 4 particules, donc 2 protons et un proton et un antiproton. On nous demande d'exprimer l'énergie totale EG du système de particules dans le référentiel RG, qui est le référentiel barycentrique ou du centre de masse. Donc cette énergie totale EG, on doit l'exprimer en fonction de l'énergie cinétique grand T et donc de mc carré. On nous demande ensuite d'en déduire dans R l'énergie cinétique minimale Tm des protons incidents pour produire des antiprotons suivant la réaction envisagée. Ensuite, on nous demande l'énergie disponible, donc on va bombarder la cible proton au repos par des protons d'énergie cinétique grand T sortant d'un cyclotron, et on nous demande d'exprimer en fonction de l'énergie cinétique grand T l'énergie disponible ED dans la réaction envisagée, c'est-à-dire la différence entre l'énergie totale EG du système dans le référentiel barycentrique et l'énergie de masse des particules avant la réaction. On nous demande de calculer cette énergie disponible, ED, sachant que l'énergie cinétique est de 28 gigaélectronvolts, donc l'énergie cinétique de notre faisceau initial. Enfin, 4, l'anneau de stockage. Grâce à un champ magnétique, les protons incidents et les protons cibles décrivent maintenant en sens inverse de trajectoire circulaire, tangente extérieurement avec une même vitesse. On a ainsi croisé deux faisceaux de protons ayant la même énergie cinétique, 28 gigaélectronvolts. On nous demande de déterminer tout d'abord la nouvelle énergie cinétique minimale, donc Tm nécessaire, et ensuite la nouvelle énergie disponible, et de conclure. Alors, voilà donc la correction. Donc j'ai reschématisé notre réaction de fusion, en fait de collision. On a effectivement initialement donc deux protons de charge positive, donc plus 1, donc de charge 2 totale. Et on a ensuite 4 protons, c'est une fois P, donc c'est P plus une fois P moins 1, donc de charge 2. Dans le référentiel du laboratoire, en fait, donc on a un faisceau de protons donc, qui va bombarder une cible fixe, P. Ici, en fait, notre cible fixe aura simplement une énergie de masse, tandis que notre proton initial aura une énergie qui est la somme de son énergie de masse et de son énergie cinétique, d'accord. À l'issue donc de cette collision, on a donc la réaction nucléaire qui engendre donc ces quatre particules, d'accord, dont un P étoile, un antiproton. On nous donne effectivement l'énergie qui est de 938 mégaélectronvolts par C carré. Alors, on va modéliser effectivement cette réaction dans le référentiel barycentrique, le référentiel du centre de masse, qui, je vous rappelle, est caractérisé par la relation vectorielle. La somme des vecteurs quantité de mouvement de l'ensemble de mes particules est égale au vecteur nul. Ici, il y a une flèche, c'est pas un scalaire, c'est le vecteur nul. Et donc, effectivement, on modélise dans le référentiel de centre de masse, en fait, deux protons qui vont rentrer en collision, donc de vecteurs vitesse, en fait, de sens opposé, donc P et moins P. Après la collision, on va considérer effectivement toujours, puisqu'on est dans le centre de référentiel barycentrique, donc du centre de masse, que la somme vectorielle de tous les vecteurs quantité de mouvement de mes particules est égale au vecteur nul. Et on a effectivement modélisé mes particules qui ont des vecteurs quantité de mouvement, puisqu'il y en a 4, P1, P2, P3, P4, dans des directions pour l'instant quelconques. Grand T, c'est l'énergie cinétique du proton dans le référentiel du laboratoire. Donc on va exprimer dans le référentiel du laboratoire, puisqu'on est en relativité restreinte, les différents quadrivecteurs qui nous intéressent. Ici, essentiellement, c'est le quadrivecteur énergie-impulsion. Donc on va l'appeler quadrivecteur PI pour incident. Donc le quadrivecteur, donc il se note avec un petit underscore pour bien différencier du vecteur quantité de mouvement. Le vecteur quantité de mouvement P
de la totalité de nos particules, d'accord, parce que c'est P de l'ensemble, en fait, c'est pas d'une particule, mais c'est l'ensemble, en fait, des particules constituées du proton incident et du proton cible, qui a simplement une énergie de masse, d'accord. Donc, en fait, j'ai sommé pour la partie temporelle, en fait, l'énergie de mon proton incident et de mon proton cible. Mon proton cible a une énergie mc carré, donc mc carré divisé par c, ça fait du mc, on le retrouve ici, hein, puisqu'en fait, le quadrivecteur impulsion se caractérise par l'énergie sur c. D'accord, et auquel on somme mon énergie de mon proton incident, qui est grand E, hein, qui est composé de T et mc2, mais c'est grand E, divisé par C. Et P, le vecteur P, dans le référentiel du laboratoire, représente le vecteur quantité de mouvement de mon proton incident, donc de mon faisceau de protons qui va heurter mon proton cible, bien sûr mon proton cible, avant la collision, donc un vecteur quantité de mouvement égale à 0. Maintenant, ce même quadrivecteur quantité de mouvement dans le référentiel barycentrique, c'est-à-dire dans ce référentiel-là, comment est-ce qu'il va s'exprimer? Eh bien, on va avoir donc dans le référentiel barycentrique, toujours avant la collision, une énergie donc totale qui est égale à EG sur C, d'accord? Et pour le vecteur quantité de mouvement total, en fait il est nul, puisqu'on va avoir dans le référentiel, justement dans le référentiel du centre de masse, on considère en fait que les deux protons sont fictivement, on va dire, en mouvement, hein, l'un par rapport à l'autre, deux vecteurs quantité de mouvement donc opposés. On a deux protons donc dans le système initial, d'où le vecteur, d'où 0 ici. En fait, c'est un vecteur, c'est vecteur nul, d'accord, dans le référentiel barycentrique. Alors attention, effectivement, le quadrivecteur quantité de mouvement initial dans le référentiel barycentrique n'est pas égal au quadrivecteur initial dans le référentiel du laboratoire. C'est leur carré scalaire qui est un invariant, donc le produit scalaire avec eux-mêmes. Quand on change effectivement de référentiel, c'est la transformée de Lorentz qui va nous dire comment se transforme le quadrivecteur, et on va avoir invariance par transformée de Lorentz. Okay, donc ici, je redonne donc les quadrivecteurs. Le quadrivecteur impulsion x incident donc initial avant donc la collision, donc exprimé dans le référentiel du laboratoire inertiel, et donc égal donc pour sa composante temporelle à E sur C plus mc, d'accord, mc c'est mc2 sur c, donc c'est l'énergie de masse du proton fixe, et E sur c c'est effectivement l'énergie totale exprimé en unité de C, puisqu'on divise par C, de mon faisceau incident, qui est la somme de son énergie cinétique et de mc carré, on verra par la suite, et la quantité de mouvement, donc le vecteur quantité de mouvement associé à mon quadrivecteur impulsion énergie dans le référentiel du labo, c'est tout simplement le vecteur quantité de mouvement de mon proton incident, qui a effectivement une quantité de mouvement, puisqu'il a une vitesse, d'accord, V, donc P égale mv, il a une vitesse incidente, et le proton cible a une vitesse nulle, donc une quantité de mouvement nulle. D'accord? Et dans le référentiel barycentrique, on a que le quadrivecteur impulsion donc s'exprime donc sous la forme d'un quadrivecteur donc dont la partie temporelle c'est EG, donc qui est l'énergie totale du système de particules dans le référentiel barycentrique. Ok, on l'a modélisé comme ça dans le corps du problème sur C, et le vecteur quantité de mouvement total de mon référentiel barycentrique est égal à 0 par construction même du référentiel du centre de masse. Okay, donc je sais que dans tous les référentiels d'inertie, le carré scalaire du quadrivecteur quantité de mouvement est le même, mais par contre le quadrivecteur quantité de mouvement change, puisque effectivement vous exprimez c'est effectivement vous exprimez les coordonnées du même vecteur dans deux bases différentes, ici deux référentiels différents, ils vont donc avoir deux jeux de coordonnées différentes. Donc ce qui maintenant est invariant, c'est le carré scalaire. Effectivement, là je vous ai montré, si vous exprimez un vecteur, donc le vecteur intrinsèquement c'est le même, mais il a deux jeux de coordonnées différentes dans deux systèmes de bases différentes. Maintenant l'invariant c'est le carré scalaire au sens du produit scalaire qui est défini en mécanique relativiste, d'accord, qui n'est pas le produit scalaire qui est défini dans R3. Je vous rappelle que dans R3, on fait un produit scalaire de deux vecteurs, donc vecteur à dimension 3
donc composante à composante, tandis que dans, on va pas dire CR4, mais dans l'espace, l'espace de Minkowski, l'espace quadridimensionnel, dans l'espace-temps est modélisé à travers donc des quadrivecteurs qui ont donc un jeu de 4 coordonnées. La première, généralement, c'est une coordonnée temporelle, ok, en multiple de CT, souvent. Et la deuxième, en fait, les trois autres sont les coordonnées spatiales. Et le produit scalaire qui a été défini, alors j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc regardez les vidéos de cours éventuellement, que j'ai fait dessus, donc sur la relativité restreinte, on définit donc le produit scalaire dans un espace de Minkowski, dans un espace-temps de Minkowski, donc qui est l'espace-temps de la relativité restreinte, qui est donc l'espace-temps qui nous intéresse ici, dans lesquels sont définis et dans lesquels existent nos objets mathématiques que sont les quadrivecteurs, ok. Et donc dans cet espace-là, je vous rappelle que le produit scalaire en fait défini euh, en relativité restreinte est défini comme suit. Vous prenez le carré en fait de la composante euh, temporelle auquel vous soustrayez le carré de la composante radiale ou spatiale. Ok. Donc ce n'est pas un produit scalaire au sens de R3 traditionnel composante à composante. Ok. Autrement dit, on va le calculer ici. On a donc que le carré scalaire du quadrivecteur impulsion exprimé dans le référentiel du laboratoire va être égal à donc à E sur C plus MC carré, donc tout au carré, moins P au carré. Le petit m ici, effectivement, j'ai noté grand M, puisque dans l'énoncé, on note grand M. Donc il faut reprendre les relations de l'énoncé. Ce sont des particules de même masse grand M, et on explique la masse grand M de mémoire de l'ordre de 1000 mégaélectronvolts par C au carré. Donc c'est un grand M ici. De même, on va calculer maintenant donc effectivement le carré scalaire du quadrivecteur initial, donc quadrivecteur énergie-impulsion exprimé dans le référentiel, cette fois-ci barycentrique ou du centre de masse. Et on a, sachant que effectivement ce quadrivecteur c'est ceci, on a donc la partie temporelle au carré auquel on soustrait la partie spatiale au carré. La partie temporelle c'est EG sur C, donc on a du EG sur C au carré moins le carré scalaire de 0, bah c'est 0, d'accord. Donc on doit avoir l'égalité en fait du carré scalaire de ces deux vecteurs, puisque le produit scalaire est un invariant, de Lorentz. Le produit scalaire qu'on a défini est un invariant pour les quadrivecteurs, ok. Donc, on va avoir, oui, effectivement, que le produit scalaire de deux vecteurs dans un référentiel inertiel, I va être le même que le produit scalaire de deux vecteurs dans un autre référentiel inertiel. RG ici, produit scalaire de deux vecteurs, on considère des vecteurs comme des quadrivecteurs. Okay. Donc, on doit avoir l'égalité entre ces deux termes. Autrement dit, le quadrivecteur PI au carré exprimé dans RG qui est égal à EG sur C tout au carré doit être égal au quadrivecteur exprimé dans le référentiel du laboratoire au carré, le quadrivecteur au carré, produit scalaire du quadrivecteur PI exprimé dans RL par rapport à lui-même, donc sur lui-même. C'est donc égal, on va développer donc ce carré, on a du EC plus MC carré moins P2, autrement dit on a du E carré sur C2, plus grand M2 C4, ici c'est E plus MC2, donc grand M2 C4, on a tout mis, on a considéré qu'on mettait tout avec un facteur commun de C2, donc plus 2M, donc plus 2EM, les C se séparent, sur 4 moins P2. C'est M2C2 là. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est M2C2 là, c'est pas M2C4. J'ai fait une erreur. Bon, vous le rectifiez, je me suis repris après. Donc on développe. Donc enfin, on met tout en facteur commun avec ces deux. Et donc on doit avoir que EG carré, qui est donc l'énergie totale du système de particules dans le référentiel barycentrique, au carré doit être égal à l'énergie totale de mon système de particules au carré dans mon référentiel du labo, plus grand M carré fois C2, grand M étant la masse unitaire de chacune des particules, d'accord, plus 2E
fois mc carré moins p carré C2, p étant la quantité de mouvement. Bien. Donc à ce moment-là, nous on veut exprimer EG en fait en fonction simplement de grand T qui est l'énergie cinétique qu'on va introduire maintenant, d'accord, et de grand M C2. Bon, on y est presque. Je vous rappelle la relation fondamentale de la dynamique relativiste, qui est l'équivalent en dynamique relativiste, je dirais, des relations fondamentales de conservation de l'énergie newtonienne. Donc on a grand E carré qui est égal à grand M2 C4 plus P2 C2. D'accord? Donc on introduit à présent, puisqu'il faut l'exprimer en fonction de l'énergie cinétique, l'énergie cinétique. L'énergie totale donc de mon système, dans le référentiel du laboratoire, c'est la somme de mon énergie cinétique, grand T, de l'ensemble des particules, plus l'énergie de masse ou l'énergie au repos, d'accord, de mes particules, c'est-à-dire grand M C2. Donc on va substituer effectivement dans l'énergie grand E par T plus MC2. Donc, je vous rappelle qu'on a donc E sur C plus MC au carré moins P au carré doit être égal à EG sur C au carré. L'énergie est donc égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de masse, l'énergie de masse au repos, quand MC2. Donc écrire cette égalité énergie, quantité de mouvement est équivalent à écrire les qualités suivantes. Autrement dit, donc bon, on a tout fait passer par C carré, on a divisé par le numérateur en C carré, on a du E plus M C2 au carré, bon ici j'ai mis petit m, c'est un grand M, d'accord, au carré moins P2 fois C2 est égal à EG au carré. Donc on introduit effectivement, on remplace l'énergie totale par en fait son expression en fonction de l'énergie cinétique, puisque nous on demande d'exprimer EG en fonction de l'énergie cinétique et non pas de l'énergie totale. Et on obtient que T plus 2mc carré, puisqu'on a E, c'est T plus mc carré, donc T plus mc carré plus mc carré, donc T plus 2mc carré au carré, moins P carré C carré est égal à EG au carré. D'où E carré qui est égal à M2C4 plus P2C2. Ceci est équivalent à dire que T plus MC2 au carré est égal à M2C4 plus P2C2. Là, on ne voit pas trop, mais c'est un P2C2, d'accord? Ceci est équivalent à dire que T plus 2MC au carré moins T plus MC carré au carré plus M2C4 est égal à EG au carré. Donc on développe en fait les T au carré se simplifient et on aura de l'énergie cinétique et de la masse. Et on trouve finalement en fait l'expression qui est demandée par l'énoncé. On a exprimé donc l'énergie totale EG de notre système de particules dans le référentiel RG, référentiel barycentrique, d'accord, en fonction de T et de MC2. On dit EG est égal à la racine carrée de 2MC2 facteur de grand T, donc énergie cinétique de mes particules, plus 2MC carré. Bon, je vous rappelle que l'énergie cinétique, ici on n'en parle pas, mais il se fait intervenir le facteur gamma de Lorentz, où bon, voilà, où la vitesse en fait est multipliée par le facteur gamma, donc plus V tend vers C, plus T est important, est élevé, hein, d'accord. Donc, on nous demande ensuite d'en déduire dans R l'énergie cinétique minimale Tm des protons incidents pour pouvoir produire des antiprotons suivant la réaction envisagée. Donc, on va calculer cette énergie cinétique minimale pour pouvoir produire des antiprotons. Donc, ça va nous permettre de dimensionner en amont pour les expérimentateurs qui sont au labo leur faisceau, hein, d'accord. Autrement dit, si dans un accélérateur de particules, c'est du dimensionnement, c'est quelque chose sur lequel les expérimentateurs ont la main, donc la puissance du faisceau incident, d'accord. Donc on a donc toujours notre relation fondamentale de la dynamique relativiste pour une particule. Quand E est égal à, donc l'énergie totale de la particule est égale à la somme de son énergie cinétique plus son énergie de masse, mc2, donc son énergie au repos. On a ici, on nous dit dans l'énoncé que la masse du proton est égale à la masse de l'antiproton qui crée. Donc pour produire 4 protons, il faut que l'énergie dans le centre de masse, d'accord, soit supérieure à 4 fois la masse d'un proton. Donc c'est le point de départ, la masse du proton. Donc il faut que l'énergie totale dans mon référentiel barycentrique soit au moins supérieure ou égale à 4 fois grand MC2.
Ok. On nous demande ensuite attendez. Donc qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Ouais. Alors on nous demande ensuite donc c'est l'énergie disponible. On bombarde la cible de protons au repos par des protons d'énergie cinétique grand T sortant d'un cyclotron. On demande d'exprimer en fonction de grand T l'énergie disponible ED dans la réaction envisagée, c'est-à-dire la différence entre l'énergie totale EG du système dans RG et l'énergie de masse des particules avant la réaction. Et on nous demande de calculer ED, sachant que l'énergie cinétique de nos particules initiales est de 28 gigaélectronvolts. D'accord? Donc on veut EG carré. Donc on a EG carré qui est égal à 2mc2 facteur de T plus 2mc2. D'accord? Donc on met au carré l'expression qu'on a trouvée. Cette énergie EG doit être supérieure, d'après ce qu'on a trouvé, à 4mc carré au carré pour pouvoir produire nos 4 photons. Donc on a une inégalité à vérifier. Donc on va donc avoir que T plus 2mc carré est supérieur ou égal à 8mc carré, puisqu'en fait on va avoir du 16mc carré on va diviser par 2mc carré, donc il va nous rester du 8mc carré. Donc là on a du 8mc carré, du 2mc carré, donc T doit être supérieur ou égal à 6mc carré, et ça correspond à l'énergie cinétique dans le référentiel du laboratoire. Autrement dit, l'énergie cinétique dans le référentiel du laboratoire minimum, pour pouvoir produire, donc sortant du cyclotron, pour pouvoir produire cette collision, cette réaction, doit être égale à 6 fois l'énergie de masse au repos de mon proton, donc 6 fois mc2. On définit l'énergie disponible comment? Comme étant la différence entre l'énergie totale de mon référentiel barycentrique et donc mon énergie de mes deux protons dans le référentiel barycentrique. Donc c'est égal à mc2 plus mc2, on dit moins 2 fois mc2. Donc cette différence d'énergie est l'énergie disponible. Ok? Donc effectivement, j'ai modélisé le choc frontal. On a donc une particule incidente de masse grand M, de vecteur quantité de mouvement grand P est égal à gamma mv, qui rentre en collision avec, dans le référentiel barycentrique de centre de masse, une même particule de masse grand M et de vecteur quantité de mouvement opposé, donc moins gamma mv. Donc si on a ça, on a affaire à ce qu'on appelle un choc élastique, d'accord? Je vous rappelle que si E est égal à 2mc2, on va donc produire deux particules. Le choc élastique va ensuite donner dans le référentiel barycentrique une création de deux particules, on va dire antiparticules. S'il y a effectivement assez d'énergie, on va produire ces deux particules. Donc si l'énergie totale est égale à 4mc carré, on produira 4 particules. Si donc la différence entre l'énergie totale et moins 2mc carré est positif, on produira soit deux particules avec beaucoup d'énergie, soit d'autres particules. Beaucoup d'énergie, c'est-à-dire à grande vitesse de l'énergie cinétique supplémentaire. Ok? Maintenant, on termine cet exercice par une application numérique. Donc sur les anneaux de stockage, on nous dit que grâce à un champ magnétique, les protons incidents et les protons cibles décrivent maintenant en sens inverse deux trajectoires circulaires tangentes. Donc je les ai modélisés ici, extérieurement avec une même vitesse. On a ainsi croisé deux faisceaux de protons. À un moment donné, l'accélérateur de particules va faire en sorte que ça s'ouvre à ce niveau-là pour pouvoir créer la collision. D'accord? Donc les particules sont accélérées, accélérées, accélérées. Et à un moment donné, il y a une ouverture temporelle, une fenêtre qui fait qu'il y a collision. Donc on nous demande de calculer donc la nouvelle énergie cinétique minimale, Tm, et la nouvelle énergie cinétique disponible et de conclure. Donc on a donc l'énergie disponible et la différence entre l'énergie totale de mon système moins les deux énergies en fait des deux faisceaux de protons, hein, la première dans le sens horaire et la deuxième dans le sens anti-horaire. On nous donne l'énergie cinétique des deux particules qui est 28 gigaélectronvolts. On avait trouvé donc la formule qui nous donnait donc l'énergie disponible, donc on l'applique et on applique effectivement ce qu'on vient de trouver. On a donc que l'énergie disponible, c'est la racine carrée de 2mc2 facteur de t plus 2mc2 moins 2 grands mc2, d'où en application numérique, donc voilà, je vous laisse faire le calcul avec les valeurs de l'énoncé, vous trouvez que ED est égal à 5,61 gigaélectronvolts. Ok. Donc effectivement, en ce qui concerne donc l'anneau de stockage,
Donc on a la différence de quantité de mouvement qui est nulle, c'est un vecteur ici. Euh, on considère en fait que le référentiel du laboratoire, ben, à ce moment-là, c'est le référentiel barycentrique. EG est égal à 2 fois donc l'énergie totale, donc qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de masse. Au moment de la collision, les protons sont tête à tête dans le référentiel barycentrique. À partir de là, pour avoir 4 particules, ben, il va falloir que mon énergie totale, communiquée, soit supérieure à 4 fois mc2. Et ça nous donne une seule énergie cinétique quand on remplace EG par 2T plus MC2. Donc 2T plus MC2 doit être supérieur à 4 MC2. Autrement dit, T plus MC2 doit être supérieur ou égal à 2 MC2. Donc T doit être supérieur ou égal à 2 MC2 moins MC2. Autrement dit, T doit être supérieur ou égal à MC au carré. Donc c'est l'énergie cinétique minimale requise pour avoir 4 particules avec ce système-là. Autrement dit, vous voyez que avec un système en anneau de collision, il faut une énergie cinétique largement inférieure pour pouvoir produire les 4 particules que dans le cas traditionnel. Donc là, en fait, on étudie juste un peu on va dire la rentabilité de notre système du point de vue énergétique. Donc le but de l'exercice, c'est de montrer que cette structure en anneau est plus économe, on va dire, en énergie pour produire les particules nécessaires demandées. Donc certainement, c'est ça la conclusion. Effectivement, dans ce référentiel à anneau de collision, on a besoin de beaucoup moins d'énergie cinétique que donc, produire qu'on communique à nos particules pour produire les particules, et notamment l'antiproton. Donc il faut que les anneaux tournent, donc c'est plus intéressant des anneaux de collision quand on a l'énergie disponible qui sert effectivement à accélérer la particule ou à en créer d'autres. Voilà, ça nous donne quelque part la rentabilité du système que l'on sait ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est effectivement casser les protons et voir ce qu'il en sort. Donc si on a une toute partie de l'énergie disponible, on aura des chocs élastiques uniquement. Donc voilà pour cet exercice de dynamique relativiste. Je pense que ça sera le dernier exercice que je fais de dynamique relativiste. Peut-être j'en ferai encore un ou deux. Euh, voilà. Et je continuerai ensuite, je pense, sur le cours de relativité.